Je fonce à vélo à travers Paris, sublime et bruyante, comme à son habitude. Ma motivation est au top niveau. Je suis revigoré. Je croyais que ce serait plus possible d'être content de revenir au boulot, de retrouver les patients, de les soigner et de remettre les mains dans le cambouis. Et pourtant, si. Aujourd'hui, c'est aussi officiellement mon premier jour dans le privé. J'ai jamais connu autre chose que l'hôpital public. Et la légende raconte qu'il y a moins de problèmes de personnel, moins de problèmes de logistique, et que tout roule de manière extrêmement fluide. J'ai hâte de découvrir ça de mes propres yeux. Je suis en retard, alors j'accélère. Victor m'a laissé un message sur mon répondeur. Salut mec, j'espère que tu vas bien et t'as réussi à te lever. Pour rappel, globalement, le matin, consultation bien remplie, d'autant plus que cet après-midi, t'as 5 blocs et ça commence à 14h. Bref, hésite pas, on s'appelle en fin de journée de toute façon. Ciao et encore merci pour le remplat. Waouh, la journée va être dense. Heureusement que je reviens de vacances. Alors que la circulation des voitures est complètement arrêtée, je les contourne et tombe sur les camions de pompiers et de SAMU à l'origine de l'embouteillage. Plusieurs passants se sont amassés à distance de l'équipe de secouristes. Et je comprends qu'ils sont en plein massage cardiaque sur une femme d'une 60aine d'années. Le médecin regarde sa montre et fait un signe à son collègue d'arrêter. J'observe les curieux. Tous sont troublés. Certains détournent le regard ou reprennent leur chemin, quand d'autres continuent de regarder avec insistance, peut-être même avec fascination. C'est vrai quand on y pense. Combien de fois est-ce qu'ils ont vu la mort dans leur vie ? Puisqu'en général, elle est bien gardée derrière les hautes murailles de l'hôpital, à l'abri des regards. Comment avoir conscience de notre finitude quand on n'est plus en contact avec celle des autres ? Les soignants, eux, rencontrent très jeunes la mort des autres. La première fois que j'y ai été confronté, j'avais 20 ans. J'étais de garde dans un service de réanimation médicale à l'hôpital Bichat. Vers 3h du matin, l'interne reçoit un appel sur son DECT. Arrêt cardiaque dans le service de pneumologie. En quelques minutes, on arrive dans la chambre et les infirmiers sont déjà en train de masser. Et là, je le vois. Il est là. Alors que des mains écrasent sa cage thoracique en rythme et avec ferveur, l'homme de 70 ans ne réagit pas, malgré la violence du massage. Ses yeux sont grands ouverts, mais il ne cligne pas des paupières. L'infirmier arrête le massage, on contrôle l'activité cardiaque, fibrillation ventriculaire. Dans cette situation, le défibrillateur est programmé pour déclencher un choc électrique. C'est le fameux moment où on dit « dégagez ». Attention, le choc va être délivré. Pour éviter d'être électrocuté par contact avec le patient, 3, 2, 1. qui est pris d'un spasme violent. Après le choc, il faut reprendre tout de suite le massage. Le médecin de garde se tourne vers moi et me dit que c'est à moi de jouer. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Le baptême du feu que tout étudiant doit vivre, au moins une fois. Je me place au-dessus du patient, comme j'ai appris. Bras perpendiculaires aux épaules, mains jointes sur sa poitrine, et je commence à masser, au rythme de Stayin' Alive. Mon chef me reprend tout de suite. Mets-y plus de force. Tu dois entendre les côtes craquer. Alors je redouble d'efforts, et sous mes doigts, cette sensation étrange, ces côtes qui craquent, l'une après l'autre, à chaque impulsion. Et ça me fait froid dans le dos. Mais son visage n'a pas changé d'expression. Il me fixe avec son regard halluciné, vide, qui ne cligne toujours pas des yeux. À ce moment, je le sais, c'est la mort qui me fixe dans les yeux. Et elle ne semble vouloir dire qu'une seule chose. Souviens-toi que toi aussi, tu vas mourir. Ce patient est mort ce soir-là. Personne ne m'a demandé comment j'avais vécu la situation. Personne n'avait débriefé avec le reste de l'équipe. On ne l'a pas récupéré et on est juste passé à autre chose, au patient suivant. Probablement parce que dans le fond, même si on nous dit le contraire, la mort reste considérée comme un échec. Ce mort, il continue de m'accompagner encore aujourd'hui. Au point où chez moi, cette expérience de la mort parfois absurde des autres au quotidien crée une urgence. Je dois tirer toute la sève de cette expérience unique qu'est la vie. Prendre tout ce qu'elle a à m'offrir, puisque tout peut s'arrêter brutalement. Hé, regarde devant toi, connard! C'est peut-être encore un peu tôt pour mourir. Ah,
la clinique du bonheur, comme on aimait à l'appeler quand on était interne. Tout de suite, l'environnement dénote avec l'hôpital public. Les couloirs sont propres, ça sent bon, les secrétaires sont souriantes et le café est bon. Je m'installe à mon bureau. Les murs sont recouverts de tableaux modernes et chics. J'allume mon ordi et je fais rentrer le premier patient. Les premières consultations s'enchaînent sans accroc. Monsieur Louis ? Les motifs sont simples. Bonjour monsieur. Calcul urinaire, dysfonction érectile, sang dans les urines, brûlure à la miction. Bref, les classiques. Entre deux patients, de l'autre côté de la porte, j'entends. Bon écoutez, je sais que c'est pas habituel de débarquer comme ça sans rendez-vous, mais là vous me rendriez un immense service. Je vous assure que ça durera pas plus de 5 minutes. Ouais. Il y a un patient qui arrive avec une douleur testiculaire, il est vraiment douloureux. Est-ce que je peux t'inscrire à ton planning ? Bah, s'il est très douloureux, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé aux urgences ? Bon, j'ai déjà un peu de retard, mais ça peut le faire. Ok, pas de problème, je vais le prendre. Attends. Non mais faut splitter les caps. Monsieur Delescure. C'est évident, si tu veux garder de la bande passante... Monsieur. Attends, je finis mes courses et je te rappelle. Bonjour docteur. Dites, vous faites toujours attendre vos patients comme ça ? Non, je déconne. Merci de me prendre aussi rapidement. Je vous en prie. Ça m'a l'air d'être un sacré numéro. 50 ans, costard impeccable. On a visiblement affaire à un CSP+. Vocabulaire Startup Nation, humour passif-agressif en supplément. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites-moi ? Bon docteur, depuis ce matin j'ai une douleur horrible au niveau du testicule droit. C'est vraiment le pire timing, aujourd'hui on signe un énorme deal. Cette douleur, elle est arrivée brutalement, à une heure précise ? Je sais plus, c'était au daily, donc 9h30 je dirais. Le daily ? Enfin bref, il y a 2 heures quoi. La douleur, elle est restée constante ou ça va et ça vient ? Ça va croissant depuis, franchement. Je douille non-stop. Il me dit qu'il a mal en me souriant. Il est marrant, lui. Bon, douleur testiculaire aiguë. En pratique, 2 diagnostics sont les plus probables. D'un côté, l'infection du testicule, de l'autre côté, la torsion du cordon spermatique. L'infection, c'est une inflammation due à un germe, souvent secondaire à une infection sexuellement transmissible. Ça gonfle localement, c'est chaud, il peut y avoir des brûlures mictionnelles, une fièvre et une douleur qui peut être parfois importante. La torsion, c'est autre chose. Le cordon qui transporte les spermatozoïdes vers l'extérieur se vrille, et avec lui les vaisseaux qui nourrissent le testicule. Comme un câble qu'on tord jusqu'à couper le courant. Le sang n'arrive plus et l'organe s'asphyxie. En général, ça survient surtout chez l'adolescent et l'homme jeune. Et la douleur, elle, n'a rien de progressif. Elle débarque d'un coup, brutale et souvent insupportable. Le corps entier réagit de manière intense. Nausées, vomissements, sueur et une douleur telle qu'on n'arrive même plus à marcher. La torsion, c'est une urgence chirurgicale parce que dans les 6 premières heures, le testicule est encore récupérable si on le détord au bloc. Passé les 6 heures, il nécrose. Et dans ce cas, il ne reste plus qu'une seule solution, l'ablation. Docteur, écoutez, donnez-moi juste un cacheton pour la douleur. Faut vraiment que je file. Bon, impatiente-toi mon vieux, mais t'es quand même venu pour que je comprenne ce que t'as. Bon. Vous avez eu de la fièvre ? Des frissons ? Des nausées ? Des vomissements ? Non. Allez, c'est l'heure de vérité. Est-ce que t'es un gros coquin ? Est-ce qu'il y a eu des rapports à risque ? Sans protection, avec des partenaires inhabituels, là, récemment, par exemple ? Attendez, vous voulez dire d'autres partenaires que ma femme ? Vous en avez d'autres des questions dans le genre ? Et ils se braquent en plus ? Est-ce qu'ils me disent seulement la vérité, quoi ? Si vous le permettez, je vais vous examiner. Alors, regardez les chaussures. Juste baisser le pantalon et le sous-vêtement. Je suis à vous tout de suite. Même après l'avoir examiné, difficile de trancher. Aucun symptôme ne tend parfaitement vers un diagnostic. C'est ce qu'on appelle un tableau bâtard. Mais vu son âge, et comme il a l'air de faire de la rétention d'informations, allez, je tranche l'infection.
Alors, même si vos symptômes sont pas tout à fait typiques, j'ai quand même l'impression que le plus probable reste une infection du testicule. Je vous prépare vos ordonnances. Un examen urinaire, je vous mets une ordonnance d'antibiotiques et il faudra passer une échographie à faire plutôt rapidement. Rapidement, ça veut dire tout de suite donc? Ça veut dire dès que vous avez une place dans un cabinet de radiologie. C'est pas une clinique privée ici. C'est pour ça qu'on paye plus cher, non? Et le mec se croit au Ritz maintenant. Bon, te braque pas, Yass. Fais un effort. J'ajoute la mention d'urgence sur votre ordonnance d'échographie et je vous rajoute évidemment des antidouleurs. Ça vous va comme ça? Ok, super. Et je fais quoi si ça empire? Il n'y a pas de raison que ça empire. Mais bon, si jamais c'est le cas, évidemment, vous revenez nous voir en urgence. Si je reviens pour la même chose, croyez-moi que je ne peux pas payer 2 consultations. Bon, c'est pas tout, mais j'ai d'autres patients derrière. Bonne journée. Merci, docteur. Ah, il m'a bien saoulé, celui-là. Allez, Yass. Respire. Allez, pense au suivant. 30 minutes de retard. Le retard, ça se rattrape. Dans la salle d'attente, tout le monde me fusille du regard. Tout le monde, sauf Madame Duval. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, je vous en prie. Elle est douce et très posée. C'est le genre de patiente qui s'excuserait presque d'être là. Désolé pour le retard. On refait le point sur son histoire. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, dites-moi? Alors en fait, j'ai pris rendez-vous il y a un mois pour une douleur lombaire à gauche. Ouais, à gauche. Pendant qu'elle parle, j'ouvre son dossier. J'imprime le compte-rendu de la biopsie. Et là, le temps s'arrête. Carcinome rénal à cellules claires. Je cherche le compte-rendu de son dernier scanner. Aspect de lésions secondaires multiples au niveau ganglionnaire, pulmonaire, hépatique. En résumé, cancer du rein métastatique. Donc je suis là pour les résultats avec vous. Et en tout cas, je me sens vraiment mieux. Depuis, de toute façon, j'ai toujours une vie assez saine. Je bois pas, je fume pas, je suis plutôt du genre très sportive. Son cancer, c'est vraiment la faute à pas de chance. Malgré son hygiène de vie irréprochable, elle présente une maladie de très mauvais pronostic. On ne pourra jamais viser la guérison. Le contrôle de la maladie, pour un temps, mais pas la guérison. Je lève les yeux vers elle. Et je sais pas la tête que je fais maintenant, mais j'ai peur de me trahir, alors je replonge dans le dossier. Au moment où je vais lâcher la bombe, sa vie va changer à tout jamais. Son existence prendra un grand virage. Et elle verra la mort bien plus près que ce qu'elle imaginait jusqu'à aujourd'hui. Elle se rappellera jusqu'à la fin de ce moment, de mon visage, de ma voix. Alors il faut faire les choses bien. Qu'est-ce qu'on nous apprenait déjà dans nos cours à la fac? Ah oui. Vérifier que le patient est bien assis dans un environnement calme. Ok, ça c'est bon. Évaluer ce que le patient sait déjà sur la situation. Ok, ouais, ça c'est bien. Ça va me permettre de gagner du temps. Et le docteur Basset m'avait demandé de faire un scanner, puis il m'a demandé une biopsie rénale parce que le scanner n'avait pas l'air normal apparemment, de ce que j'ai compris. Non, c'est sûr, le scanner n'est pas du tout normal. D'ailleurs, je pars en vacances dans 2 jours. C'est pour ça que j'avais avancé mon rendez-vous. Et ça faisait 2 ans que mon boulot en cuisine me laissait pas le temps, donc vous pensez que ça va le faire? Elle est encore dans la vie d'avant. Celle de toutes les possibilités. On voit dans son regard qu'elle espère encore que ce ne soit rien de grave, que c'est peut-être juste une lésion bénigne, un truc qu'on va surveiller. Mais non, c'est un cancer. Dans sa tête, les 2 possibilités existent. Malade et pas malade. C'est comme le chat de Schrödinger. Tant qu'on n'a pas encore ouvert la boîte, le chat est mort et vivant à la fois. Elle est belle, elle est jeune, elle respire la joie et la douceur. Elle semble avoir toute la vie devant elle. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir un cancer métastatique? Je
déteste faire ça. Bon, Madame Duval, j'ai sous les yeux les résultats de votre biopsie. Malheureusement, il s'agit d'un cancer dur. Et d'après les résultats de votre scanner, il semblerait aussi qu'il y ait des lésions secondaires, avec des mots clairs. Ce qui veut dire des métastases, au niveau du foie et des poumons. Et pour tout vous dire, il s'agit d'une maladie agressive, qu'on découvre à un stade assez avancé. Un cancer? Reconnaître les émotions. Je comprends que ce soit difficile à entendre. Elle a les larmes aux yeux. Mais il me reste combien de temps? Embrayer sur le projet thérapeutique. Il faut savoir qu'on dispose d'un arsenal thérapeutique plutôt développé. Ouvrir sur du positif. Avec l'immunothérapie, par exemple, qui est un traitement qui est récent et très efficace, on va pouvoir contrôler la maladie. Je réponds vraiment à toutes ces questions. Et c'est normal d'en avoir autant. Elle est sous le choc. Je pense que vous allez devoir lever le pied. Ça, c'est sûr que, en fait, c'est pas compatible avec un métier de chef cuistot où vous êtes extrêmement active. La consultation commence à atteindre les 30 minutes sur les 15 prévues. J'ai déjà 45 minutes de retard à cause du patient précédent. J'essaie de conclure, mais j'y arrive pas. Je suis en train de me laisser déborder. Si je fais pas non, parce que j'ai encore... Mais au bout d'un moment, je craque. Parce que vous me dites qu'est-ce qui se passe. Madame, je suis désolé. Sincèrement désolé. J'aurais aimé passer plus de temps avec vous, mais j'ai un retard monstrueux. On va devoir s'arrêter là. On en rediscute à la prochaine consultation. D'accord? J'ai plein d'autres patients derrière. Je suis désolé. Merde. Tout s'effondre comme un château de cartes en une seule phrase. Ok. Merci. Désolé. Merci. Au revoir. Au revoir. Moi qui voulais bien faire, je me déteste. Je vais chercher le patient suivant dans la salle d'attente qui est bondée. Eux aussi, ils me détestent. Le docteur Bellage se demande en salle 4. Le premier patient est arrivé, docteur Bellage en 4. Merci. Il est déjà 14h. Allez, pas le temps de manger. Direction le bloc opératoire. Notre sanctuaire à nous, les chirurgiens. J'ai l'impression que les vacances ont été trop courtes. Je me sens déjà épuisé. J'ai l'impression que la journée ne va jamais se finir. Et je crois que je stresse pour cet après-midi. Ça fait 1 mois seulement que j'ai pas opéré. Pourtant, j'ai déjà peur d'avoir perdu la main. En vrai, j'ai jamais arrêté aussi longtemps. Allez, c'est pas le moment de se relâcher. Ça va le faire. J'ai quand même pas perdu 13 ans de formation en 1 mois de vacances. Le bloc opératoire, c'est un autre monde. Complètement coupé de la réalité. Souvent au sous-sol, comme ici, carrément au -3. Étage -3. Étage -3. J'ai toujours aimé cet endroit. Sans fenêtre, hors du temps, où notre espace de travail, c'est le corps humain. Un endroit où on se parle avec des regards et des gestes. Tout est codifié. Le rôle de chacun, la façon de se laver les mains, de s'habiller en stérile. Ça sent le désinfectant, le plastique et parfois même la chair humaine grillée quand elle est découpée au bistouri électrique. Toutes ces sensations, tous ces codes sont totalement génériques. Je pourrais être parachuté dans n'importe quel bloc opératoire dans le monde, ce serait toujours la même chose. N'empêche qu'ici, je vois tout de suite la différence. Ça roule tout seul. Les brancardiers apportent les patients sans le moindre temps d'attente. Les anesthésistes anticipent tout. Les infirmiers de bloc sont au taquet. J'ai à peine le temps d'écrire les comptes rendus opératoires que le patient suivant est déjà endormi. À l'hôpital, c'était à peu près l'inverse. Manquait tout le temps de personnel et composé avec un fonctionnement en permanence à flux tendu. Les 4 interventions s'enchaînent sans accroc. Donc, aujourd'hui, on va faire une résection de la prostate. Et je passe même une bonne après-midi. Tout à l'heure? Merci, docteur. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je retrouve ce plaisir d'opérer. Alors que je suis en train de terminer le 5e et dernier bloc, l'anesthésiste vient me voir, un papier à la main, qu'il me met sous les yeux. Un patient que j'aurais vu ce matin et qui revient en urgence aux consultations avec le résultat d'une échographie. Absence de vascularisation du testicule droit.
Torsion du cordon spermatique probable. Avis urologique en urgence. Compte rendu de monsieur de Lescure. Fuck. Putain, fais chier. Évidemment que c'était une torsion. Putain, quel con. Allez, on garde la tête froide. Je pose l'indication chirurgicale et je demande à ce qu'on fasse descendre le patient tout de suite au bloc. Étage -3. Étage -3. À partir de maintenant, chaque minute perdue est irrécupérable. Ok, la douleur a commencé à 9h30. Il est 17h. À peine quelques minutes plus tard, le voilà installé sur la table opératoire, perfusé. Je me penche sur lui avant l'induction anesthésique. Monsieur de Lescure, il va falloir procéder à une exploration chirurgicale de l'intérieur de votre bourse pour voir l'état du testicule. Je préfère vous prévenir. Il y a un risque que je constate qu'il soit nécrosé. Auquel cas, je vais devoir le retirer. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on vous en donne? Il me regarde droit dans les yeux. Est-ce qu'il y a un autre chirurgien disponible? On peut l'endormir. Je m'habille en stérile. J'applique la bétadine sur la zone opératoire. Je pose les champs opératoires. Je prends le bistouri. Incision. J'incise, puis je traverse une à une les différentes couches. La peau, le tissu sous-cutané, le dartos, le crémaster. Avec un peu de chance, il s'est détordu spontanément puis retordu, auquel cas je peux le sauver. J'arrive à la dernière couche, la vaginale. Le suspense est à son comble. Toute l'équipe est suspendue au champ opératoire. Ils doivent tous être en train de se dire « Mais quel naze ce type. Il nous recrutait où celui-là ?» Bon allez, c'est l'heure de vérité. De quelle couleur sera son testicule? Noir. Il est noir. Évidemment. Entièrement nécrosé. Impossible à sauver. Ça fait 2 heures qu'on a dépassé le délai maximal des 6 heures. Je m'attendais à quoi? Je détords le cordon et je tente quand même de le mettre dans un bain de sérum physiologique chaud. Mais c'est peine perdue. Il reste noir, mort, foutu. J'annonce à l'équipe du bloc que je vais devoir l'enlever. Je clampe le cordon avec une pince, je fais une ligature en dessous de la pince et je coupe au ciseau. Alors que j'opère, je repense à Johan, qui est peut-être en train de voler en parapente à l'heure où moi, je retire une putain de couille morte. Moi, à la place, j'arpente les montagnes de la loose. Quelle naze. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça, quoi? Alors que je suis en train de refermer, j'observe du coin de l'œil l'organe amputé, posé misérablement sur la table opératoire. Ce testicule, en fait, il est à l'image de ma vocation. Quelque chose que je croyais encore vivant, mais qui ne l'est plus depuis déjà super longtemps. Je déteste ce métier. Et de toute façon, pourquoi je me prends la tête avec ces réflexions absurdes? On finira tous comme ça, comme cette couille, nécrosée, le propriétaire de cet organe, moi, la patiente de ce matin, l'équipe autour de moi. Et plus rien de tout ça n'aura d'importance. Plus rien de tout ça n'aura même de sens. Donc si je comprends bien, docteur, si vous aviez agi plus tôt ce matin, j'aurais encore mes 2 testicules. On a vraiment fait au mieux avec les éléments qu'on avait ce matin et dès qu'on a eu l'échographie, on a réagi immédiatement. J'espère que votre avocat sera aussi réactif que vous alors. Comment ça? Parce que je songe très sérieusement à porter plainte là. Je quitte la salle de réveil et je pars m'isoler dans les vestiaires. Je suis dégoûté. Voilà pourquoi je soigne. Pour me manger une plainte. Un truc qui va me suivre au quotidien pendant tous les mois à venir. Si ce n'est même des années. Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce rampe-là? Qu'est-ce que je fous encore là? J'avais dit à mes parents que j'arrêtais. Parfois, il faut savoir aller au bout de ses idées. J'attrape mon téléphone. Ouais, Victor, salut. C'est toujours bon pour le verre?
Salut mec. Salut mec. Ça va? Ça va. Fait plaisir de te voir. Alors? Quelle journée. Ouais? À ce point? Ouais, c'était intense. Bah ouais, je t'ai dit, on chôme pas. Victor rayonne, comme à son habitude. Si on avait voulu mettre deux êtres humains aux émotions radicalement opposées l'un à côté de l'autre, on n'aurait pas pu faire mieux. Dans son costume taillé sur mesure, il en jette. Victor, c'est l'incarnation géniale de l'urologue showman, toujours prêt à mettre une ambiance explosive partout où il passe. D'autres confrères dans le même genre auraient pu m'agacer. Mais lui, c'est pas pareil. J'adore ce type. Et je suis pas le seul. Ses patients en sont carrément fans. Il a un super pouvoir. Pour eux, aller voir l'urologue n'est pas une corvée, ni une angoisse, c'est un plaisir. Il n'y a qu'à voir ses avis Google. 4,9 sur 5 en moyenne sur plus de 300 avis. Sur la première photo, il fixe l'objectif. D'un air sérieux. Et le message est clair. Avec moi, vous êtes entre de bonnes mains. Au bloc, Victor, c'est une performance chirurgicale, certes, mais c'est aussi une performance scénique. Et quand il a quitté le boulot, où qu'il se trouve, il répond à toute heure du jour et de la nuit aux mails de ses patients. Bref, Victor, c'est une star. En tout cas, dans sa tête, il n'y a pas de doute. Personnellement, ce sont nos conversations jusqu'à des heures avancées de la nuit qui m'ont fait comprendre qu'au-delà du personnage étincelant, se cache un type d'une grande curiosité et d'une grande sensibilité. Alors dans la communauté urologique, dans laquelle il m'arrive parfois de me sentir étranger, Victor c'est ma bulle d'air et une source intarissable de bons conseils. C'est juste que j'ai eu un petit souci. Ah ouais? Merde. Avec un patient. Ok. Je pense que tu vois le profil du mec, chiant. Au bloc ou en consulte? En consulte. En consulte, ouais, ok. Consulte. Et c'est Pendant que je lui décris l'incident, Victor semble serein. Mais je sens bien que ça va le saouler cette histoire. En fait, ça va être à lui de ramasser les pots cassés. Pourquoi est-ce que j'ai accepté ce rempart? Il va jamais vouloir me rappeler, c'est sûr. Et il me dit, sans hésiter une seule seconde, qu'il va porter plainte. Ouais. Alors lui, c'est normal que ça soit ses premières paroles après. Déjà, c'est des trucs qui arrivent. Déjà, tu l'as vu en urgence, tu l'as examiné, tu lui as expliqué différents trucs, il a réussi à avoir une écho, et donc il y a une grande partie des trucs qui ont été mis pour le prendre en charge. Est-ce que si tu lui avais dit « je vous vois, je vous fous au bloc », est-ce qu'il aurait accepté Mais c'est pas pour ça qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est normal qu'il y ait cette réaction-là au début, et c'est normal que ça te touche en fait. Alors qu'on discute, l'alcool commence à monter. Ça fait du bien, après cette journée de merde. Ça me fait du bien de parler avec Victor aussi. Lui aussi, il est à sa place. Lui aussi, il aime ce qu'il fait, il aime rendre service. Être médecin fait partie de son identité. Il n'y a aucun doute. Et c'est ça aussi que les patients apprécient chez lui. C'est quoi que tu apprécies, toi, dans ton rapport avec eux? Déjà, je suis vachement honoré qu'ils me fassent confiance. Ça a l'air con, mais... Alors, en particulier, quand après tu les opères et qu'ils disent « Ok, c'est quand même un truc... nous, ça devient la routine, opérer 10 à 15 patients par semaine. » Mais pour eux, c'est un événement hyper marquant de leur vie. Ce sera peut-être la fois ou une des quelques fois où ils vont se faire opérer ou se faire endormir. Putain, c'est un sacré gage de confiance, tu vois. Donc moi, je suis toujours très honoré de la confiance qu'ils me portent. Mais justement, dans le fond, ça m'intrigue. Comment est-ce qu'il fait pour réussir à garder la juste distance avec eux? Je suis du côté où je suis beaucoup trop proche. Encore une fois, je te dis, je suis tellement parfois honoré de leur confiance que ça me fait fendre très rapidement l'armure. Moi, je sais que j'ai pas du tout la bonne distance. Et pour autant, c'est vrai que les gens, quand ils vont voir un médecin, ils espèrent tomber sur quelqu'un qui va être pour eux. Et peut-être même que ça fait partie du soin. Alors moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que ça fait partie du soin. Et c'est une des raisons pour laquelle on sera peut-être pas remplacé tout de suite par des outils informatiques ou d'intelligence artificielle. Justement, il faut aussi réussir à se dire que c'est pas nécessairement notre faute. Tu vois. Tout le monde finira par mourir. Il y a des gens, encore une fois, qui vont récidiver, qui vont avoir une connerie. Et même s'il faut jamais le négliger et s'en foutre, ça fait aussi partie justement du taf. Donc ça nous touche, ce qui est normal parce qu'on est des êtres humains, qu'en face de nous on a quelqu'un qu'on a suivi depuis plus ou moins longtemps, qui nous a fait confiance. Mais si toi t'as fait tout ce qui était en ton pouvoir, sans oublier ce gars, il y a des mecs qui sont morts auxquels je repense fréquemment. Parfois ça marche pas. À partir du moment où t'as fait du mieux que tu pouvais,
problème, c'est si t'as l'impression de pas avoir fait bien ton taf, quoi. Ça, c'est l'enfer. Parce que là, du coup, là, ça revient te hanter. Si tu te dis, putain, si j'avais passé peut-être 10 minutes de plus, c'est là. Alors, t'as jamais la réponse, mais... T'as déjà eu des menaces, toi, de plaintes? Ouais, j'ai déjà eu des plaintes. Et j'ai eu 3 plaintes vraiment de merde, où les gens pensaient que ça allait être comme aux États-Unis, qu'ils avaient touché $1 million, parce qu'ils avaient eu de la fièvre en post-op. Et donc, il y a un mec, justement, c'était hyper triste, parce que lui, j'avais juste fait des biopsies de prostate, donc un geste diagnostique anodin qui s'était bien passé, mais il avait rencontré un espèce de filou, qui était manifestement connu des experts comme le Loup Blanc, où le mec vend des expertises, il te facture 2 000 € pour évaluer ton état, et te dire contre qui tu peux porter plainte en espérant gagner 10 ou 20 000. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Toi, déjà, tu reçois le courrier qui est remis par huissier, tu niques une journée, un médecin conseil qui vient avec toi, c'est un stress mais intense. En plus, là, le mec, j'avais arrêté de le suivre, genre en 2018. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, la réponse, c'est rien. Et le mec était guéri. Il voulait, sur un cancer de prostate qui était indolent, dire que, comme il y avait eu 6 mois de délai entre sa première consultation et les biopsies, qui avait finalement montré un cancer indolent dont il était guéri 10 ans après, qu'il y avait eu un retard diagnostique. Et donc moi, je savais pas pourquoi il venait. T'as 1h30 de transport, tu sais même pas pourquoi t'es convoqué. Finalement, le mec a rien et dit ouais, mais vous me devez de l'argent. Et donc l'expert regarde le truc et dit mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Mais même lui, quoi. Ouais, bien sûr, il s'est fait défoncer par l'expert. Alors c'est ça qui m'attend pour la suite. Des plaintes inutilement stressantes, une méfiance croissante avec nos patients, entre soignants. Génial. Bon, j'y vais parce que moi, du coup, j'enchaîne demain. Merci encore pour la journée. On se tient au jus et je te dirai de toute façon, les suites. Ouais. Et merci encore pour ta confiance. Là, comme ça, tout de suite, j'ai envie d'aller me rouler en boule, dans mon lit. Mais il y a comme une voix qui m'appelle, tout au fond de moi, qui génère une autre envie, plus familière, plus forte encore. Et on est vendredi, le jour parfait pour faire la fête. Ouais, allô, t'es dispo? Oh, excuse-moi, ouais, je te dérange? Ouais, au moment d'aller boire des verres, quoi. Ah, ça engage en rien. Ouais, ça te dit? Ah, trop bien. Bon bah top, à tout à l'heure. Ouais, Alix? Ouais, je sens que toi t'es chaude pour sortir ce soir. T'es chaude pour sortir ce soir? Ah, j'en étais sûr. Bon bah écoute. Ouais, Théo, tu fais quoi ce soir? T'es dispo? Ouais, ma chérie? Ouais, bon, comme on a dit, on fait la fête. Les bars s'enchaînent, et les verres aussi. On rigole fort, on refait le monde, on parle de tout, sauf de médecine. Et à chaque nouveau verre, les problèmes semblent prendre de la distance. Tout le groupe est chaud bouillant, alors on décide d'aller en boîte. La fête. Faire la fête. C'est comme ça aussi que les soignants apprennent à gérer leur stress. T'es sûr, ça va? Depuis la fac de médecine, ça a toujours été notre principale soupape de sécurité. Tu veux pas qu'on discute un peu, là? Danser jusqu'à épuisement. S'enivrer jusqu'à perdre pied. Cet instant où l'on ne ressent plus que l'extase, la joie, la libération. Pile à la frontière avec le blackout, où plus rien n'existe, à part l'instant présent. La fête, par définition, se fait par l'excès. Elle nous régénère, nous purifie, nous libère de tous les maux. La fête est salvatrice. La fête est insaisissable. La fête est notre réponse symbolique à la performance, à la hiérarchie, à la perte de sens et à la mort. On croit souvent qu'on fait la fête pour fuir ses blessures. Mais non, je pense que c'est l'inverse. On les amène avec nous et on les expose. On les laisse vibrer au milieu de celles des autres. Les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Alors que j'observe les gens dans leur extase, je crois reconnaître quelqu'un à quelques dizaines de mètres. Il me regarde avec insistance et il ne danse pas. C'est qui déjà? Et qu'est-ce qu'il fout là avec son costard?
Vraiment? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Merde. Putain. Garde ton sang-froid, Yas. Je cherche une porte de sortie, mais l'espace me paraît soudainement bondé. Le corps forme une masse solide, infranchissable. Respire, Yas. Ferme les yeux. Mes mains sont dans un abdomen, totalement inondé de sang. Je tente de retirer une tumeur qui est inextirpable. J'ai peur de ne pas réussir à stopper l'hémorragie. Soit c'est toi qui as derrière la merde, et dans ce cas-là, je ne peux rien faire pour toi. J'espère que notre avocat sera aussi rapide que vous, parce que je songe très sérieusement à porter plainte. Tu seras médecin, mon fils. Médecin, mon fils. Et puis il y a ce mail de patient qui me menace. Docteur de merde, tu as détruit mes reins depuis que tu es parti, et en plus, tu m'as laissé avec des calculs dans les reins. Si je te trouve, on va bien discuter, grande merde que tu es. Je sens mes jambes flancher. Je n'arrive plus à respirer. Les projecteurs du club laissent derrière eux de longues traînées lumineuses. Et tout m'apparaît comme au ralenti. Je me mets à tomber. Je lâche prise. Puis plus rien. Le sol. Médecin malgré moi est un podcast imaginé, écrit et réalisé par Yacine Belladj et Samuel Just, également responsables du montage, du mixage et de l'habillage sonore. Lucie Réjas est la conceptrice graphique à l'origine de l'identité visuelle du podcast. Un grand merci à nos comédiens, Laure Schmitz et Jérôme Lanvin, pour nous avoir prêté leur voix le temps de cet épisode. Nous remercions également Victor Basset, Alix Morel, Nina Zeller, Théotime Gault, Mathilde Marais et Élodie Morel pour leur participation et leur aide à la production de cet épisode. Nous exprimons toute notre gratitude à nos généreux mécènes et plus particulièrement Oumama Badarani, Victor Basset, Valérie Buffon, Sylvie Ginja, Léo Cornec, Nicolas Merzo, Adrien Isidorzik. Si vous aimez notre travail, la plus belle des manières de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, avec un commentaire pour le référencement, et bien sûr, en partageant cet épisode autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.